Au matin donc du 21 janvier 1938, arrive au poste de police de Berlin un curieux document. Ce document, remis de manière anonyme, va être transmis à Helmut Müller, inspecteur de police qui dirige le service d'identification de la police de Berlin. Müller fait son métier, il ouvre le document et en l'ouvrant, il s'aperçoit qu'il est rempli de photos à caractère pornographique. En soi, pas très grave, c'est le nom présent sur l'une des photos qui va poser problème. Une dénommée Margaret Braun. Alors, Müller poursuit son investigation, il va fouiller dans les archives de la police et il va très vite découvrir que cette femme a un passé de prostituée mais également mêlée à des affaires de racolage. Mais ce qui est explosif dans tout ça, c'est que cette femme n'est autre que prétendument, si jamais il s'agit bien d'elle, il s'agirait de la nouvelle épouse de l'actuel ministre de la Défense, le maréchal Werner von Blomberg. Donc c'est grave. Quel est le but de la manœuvre à envoyer un tel document de manière anonyme? Et par qui? Müller décide de s'adresser au chef de la police criminelle allemande, Arthur Niebe, également membre de la SS. Mais Niebe se méfie des ambitions de son chef Heinrich Himmler. Il décide de ne pas transmettre le document à Himmler. Au lieu de ça, les deux hommes vont aller s'adresser au préfet de police de Berlin, Heinrich von Eldorf. Eldorf n'arrive pas à identifier efficacement la femme sur les photos et il conseille plutôt de s'adresser au général Wilhelm Keitel, qui est le bras droit de Blomberg. Keitel a donc le document, mais il n'arrive pas non plus à identifier la femme. Il indique qu'il avait vu, qu'il avait entrecroisé Margaret Braun lors d'un enterrement et qu'à ce moment-là, elle était voilée en noir, donc impossible de l'identifier. Mais Keitel va transmettre à son tour le document à Hermann Göring. Göring est le rival de Blomberg et il est intéressé par l'idée de récupérer le poste de ministre de la Défense. Göring s'empresse de téléphoner à Hitler et de l'avertir que quelque chose de très grave vient de se produire et que le maréchal Blomberg serait mêlé à une histoire de prostitution. Göring va aussitôt, après ce coup de fil, foncer à la chancellerie, trouver Hitler, et Hitler va exploser de colère. Il va dire à Göring que Blomberg l'a manipulé. Pourquoi manipuler? Alors, on va revenir un peu en arrière. Blomberg, qui est ministre de la Défense, avait âprement soutenu l'ascension de Hitler au pouvoir, et le problème, c'est qu'il n'était pas très apprécié par le corps des officiers, qui voyaient en lui plus l'homme d'Hitler que celui de l'armée. Quand Blomberg a voulu se marier avec Margaret Braun, il avait besoin de l'appui de Hitler, car aux yeux de l'aristocratie militaire, qu'un maréchal épouse une petite dactylo de 30 ans, la cadette de Blomberg, saurait poser vraiment de gros problèmes. Donc Hitler accepte d'aider, d'approuver la demande en mariage de Blomberg, et en plus de cela, il va se proposer comme témoin et également avoir pour second témoin Hermann Göring. Alors, pour faire une petite parenthèse, le mariage de Blomberg était quelque chose d'assez sinistre. Ça s'était écroulé très rapidement dans un bureau du ministère de la Défense et le journal allemand en avait fait 2 lignes le lendemain en bas du journal. Finalement,
sans dire grand-chose. C'était marqué seulement que le maréchal Blumberg avait épousé Mademoiselle Brune, et voilà. On retrouve des articles de ce mariage que dans quelques journaux étrangers comme le New York Times ou le Figaro. Le 26 janvier 1938, au matin, Hitler convoque Blumberg à son bureau et le force à prendre une décision. Il lui dit qu'il ne peut pas couvrir une telle affaire et il pousse Blumberg soit à divorcer, soit à démissionner. Blumberg, qui refuse de renoncer à l'amour de sa vie, décide de démissionner. Il écrit sa lettre le matin même et elle prendra effet le 27 janvier 1938. En partant, Blumberg salue une dernière fois Hitler en l'affirmant qu'il sera toujours apte à reprendre du service si l'Allemagne était en guerre. Avant la démission de Blumberg, Hitler réfléchit à l'idée de le remplacer. Les candidats, ce n'est pas ça qui manque. Vous avez Göring, mais que Hitler juge incompétent pour un tel poste, Heinrich Himmler, qui lui aussi est extrêmement intéressé, mais qui n'a aucune expérience militaire et qui ne risque pas d'être accepté par l'armée. Il y a également le général Reichenau, mais que l'armée refuse encore car il est jugé trop politique. Le meilleur candidat reste le général Werner von Fritsch, commandant en chef de l'armée de terre, un homme très compétent, issu des rangs de l'aristocratie et très apprécié par le corps des officiers. Le choix semble évident, mais vous allez très vite vous apercevoir que pour von Fritsch, la situation va très vite devenir intenable. Pour comprendre la chute du général von Fritsch, il faut mesurer le malaise de la caste militaire. Si la Reichswehr a favorisé l'ascension du Führer, les grands aristocrates du grand état-major conservent un mépris tenace pour celui qu'ils nomment encore le petit caporal de Bohême. Mais la véritable menace vient de la SS d'Heinrich Himmler. Sa puissance grandissante ne masque plus une ambition dévorante, plier l'armée régulière à l'ordre idéologique de la Gestapo. Une guerre de l'ombre s'engage alors au sommet de l'État, une lutte d'influence dont le malheureux von Fritsch en sera la victime. Blumberg n'a même pas encore démissionné, il n'a même pas encore effectué son entrevue avec Hitler, que celui-ci donc a déjà envisagé de nommer von Fritsch pour le remplacer. En soi, le candidat est parfait, mais pour Hitler revient en tête une histoire un peu singulière. Il se rappelle que le général von Fritsch avait été l'objet de rumeurs concernant d'éventuelles mœurs douteuses, concernant des relations homosexuelles que le général entretenait en secret. J'ai pas besoin de vous le rappeler, mais l'Allemagne à ce moment-là est foncièrement homophobe et le terrible article 175 punit très sévèrement l'homosexualité. Et pour Hitler, nommer un homosexuel au ministère de la Défense est extrêmement dangereux. Il va demander à Himmler et à Heydrich de mener une enquête sur Fritsch pour savoir si ces allégations sont vraies. Je rappelle qu'à ce moment-là, Blumberg n'a pas encore démissionné. Le dossier de Himmler va très vite apparaître en quelques heures, c'est formidable. Il s'agit d'un dossier qui avait déjà été présenté à Hitler par Himmler un an et demi plus tôt. Hitler à ce moment-là n'en avait pas tenu compte et il avait même demandé à Himmler de détruire le dossier. Non seulement Himmler n'a pas suivi les ordres, mais il ressort le dossier complété par l'officier SS Joseph Messinger, qui dirige le service de la lutte anti-homosexuelle au sein de la Gestapo. Messinger a complété son dossier grâce aux témoignages, aux aveux qu'il a recueillis auprès d'un petit truand nommé Otto Schmidt. Schmidt est reconnu des services de police comme un maître chanteur invétéré qui a déjà à son actif plusieurs centaines de chantages, dont un certain nombre membres du parti qu'il faisait chanter pour des histoires d'homosexualité. Ces aveux
Messinger va les obtenir par les méthodes classiques de la Gestapo, c'est-à-dire il l'a tabassé pendant quelques jours. Schmidt va affirmer que le général von Fritsch a bel et bien entretenu des relations de ce genre et, bon, Hitler prend connaissance des accusations. Il va en parler à son aide de corps militaire qui est le colonel Friedrich Ausbach. Ausbach est un homme clé au sein de l'appareil militaire. C'est quelqu'un qui est très apprécié par le corps des officiers et c'est également quelqu'un qui est assez lié à von Fritsch. Hitler demande à Ausbach de ne surtout rien dire et de ne rien faire. Mais Ausbach va à son tour ne pas suivre les consignes et il va aller directement trouver le général Fritsch pour l'informer. Fritsch va être présenté au bureau de Hitler le 27 ou 28 février 1938 avec la présence de Göring, encore une fois, de Himmler, mais également de Otto Schmidt. Et bon, Fritsch, dans un élan de bonne foi, va dire dans le bureau à Hitler, devant Hitler, qu'il est parfaitement innocent de ces accusations, mais qu'elles sont dues à des rumeurs de mauvaise langue, parce que le général von Fritsch, un an plus tôt, avait dîné en tête-à-tête avec un jeune garçon de 16 ou 17 ans des jeunesses hitlériennes. Ce dîner avait eu lieu dans un cadre de mission de charité et il s'agissait de quelque chose de totalement innocent. Manque de bol, le gamin était fiché comme homosexuel. Alors ça n'a rien arrangé, mais en faisant ça, Fritsch s'est tiré une balle dans le pied, car pour Hitler, c'est comme un aveu de culpabilité. Mais Schmidt va réitérer ses accusations contre Fritsch et l'affirmer qu'il l'a surpris et qu'il a des preuves qui ne seront jamais présentées. Fritsch reste droit, très calme. Il refuse de répondre à des accusations qu'il sait totalement fausses et fabriquées. Il reste muet et finalement donc Hitler va pousser Fritsch à la démission. Alors, Blumberg écarté, maintenant c'est Fritsch qu'on renvoie à la porte. Du côté du corps des officiers, à la suite de cela, on commence à s'agiter un petit peu, parce que ces accusations qui arrivent comme ça, aussi rapidement, presque miraculeusement, ça commence à poser problème. Les généraux, comme le général Beck ou le général Van Rosted, soupçonnent, à raison, l'ASS d'Himmler d'être derrière toutes ces accusations qui ont touché Blumberg et particulièrement Fritsch. Je vous rappelle que Fritsch est très apprécié par ses collègues. Au début, c'est un tribunal civil qui va s'occuper du cas de Fritsch. Étant donné qu'il est accusé d'homosexualité, c'est un crime et donc il faut le traduire en justice. Mais le juge qui gère l'affaire, Franz Gutner, comprend extrêmement vite que l'affaire est montée de toutes pièces et qu'en réalité les accusations sont fausses. Alors pour éviter de se retrouver dans de mauvaises situations, il décide il va demander à ce que le dossier soit transmis à un tribunal militaire. Alors, en effet, c'est une cour martiale qui va s'occuper du cas de Fritsch, et cette cour martiale ne sera présidée par personne d'autre que par Hermann Göring, encore une fois. L'homme qui veut à tout prix le poste de Blumberg devient maintenant le président du tribunal militaire chargé de juger Fritsch. Les tensions commencent à apparaître dans Berlin. Les officiers de l'armée, surtout les généraux, commencent à regarder les SS d'un mauvais œil et certains généraux, encore une fois, craignent que les SS préparent une purge de l'armée, car le scénario est assez semblable à celui qui avait précédé la nuit des longs couteaux en 1934. Fritsch va comparaître devant le tribunal militaire lors des dates du 10 au 18 mars 1938. Les membres de la cour comprennent et même savaient que Fritsch était innocent, mais tout va basculer
quand Schmidt va être présenté au tribunal et que tout d'un coup, revirement, il va déclarer qu'en réalité, il n'a jamais connu Fritsch et qu'il a confondu avec un certain Frisch, un officier de cavalerie, reconnu justement pour des actes homosexuels. Göring, qui préside la cour, donc, explose de colère et insulte Schmidt de menteur. Le tribunal, donc, déclare innocent von Fritsch et le libère. Mais il ne retrouvera jamais son rang ni sa place et il peut dire adieu au poste de ministre de la Défense. Au même moment, les généraux Beck et Rundstedt avaient pressé Hitler et celui-ci, pour calmer un peu le jeu, va suivre les recommandations de Joseph Goebbels ainsi que celles que Blomberg lui avait données avant de partir et il va se nommer lui-même commandant en chef des armées allemandes. Alors, en plus de faire ça, il va dissoudre le ministère de la Défense et en plus, il va le remplacer par ce qui va devenir le haut commandement de la Wehrmacht. Et il va nommer comme chef d'état-major celui qu'on nomme le laquais, le général Keitel. Vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant quel est le but de toute cette histoire. En réalité, tout ceci n'est qu'une énorme machination, un complot en interne au sein d'un régime cherchant à tout prix à assouvir son pouvoir sur une armée dominée par une élite noble qui, bien qu'elle ait soutenu l'arrivée d'Hitler et des nazis au pouvoir, à partir de 1936, cette même aristocratie commence à regarder le petit caporal de Bohême d'un mauvais œil, plus particulièrement des organisations comme la SS. La nomination de Hitler apaise les tensions, mais elle ne satisfait pas tout le monde. À la suite de ce coup d'éclat, certains généraux, comme von Beck, vont commencer à prendre leur distance avec un régime qu'ils ont pourtant soutenu l'ascension pour entrer dans une ère, celle de la clandestinité et de la résistance.